Bonjour à tous, c'est Augustin de mon indépendance financière. Un moyen facile de faire bonne impression. C'est le nom du deuxième chapitre de l'ouvrage Comment se faire des amis de Dale Carnegie. L'autre soir, j'assistais à un dîner au casino de Central Park, à New York. Il y avait là une dame fort riche qui s'efforçait de briller et de faire surtout une bonne impression. Elle avait dépensé une petite fortune pour se parer de zibelines, de diamants et de perles. Malheureusement, elle n'avait rien fait pour son visage, qui respirait l'amertume et l'égoïsme. Elle n'avait pas compris qu'aux yeux des hommes, l'expression qu'une femme porte sur sa figure est beaucoup plus importante que les vêtements qu'elle porte sur le dos. À propos, ne trouvez-vous pas que c'est là une bonne réponse à donner à votre épouse lorsqu'elle vous réclame un manteau de fourrure ? Charles Schwab disait que son sourire avait valu $1 million, et il est probable qu'il était au-dessous de la vérité. Son succès, en effet, fut presque entièrement dû à sa personnalité, à son pouvoir de se faire aimer, à son charme, dont l'un des éléments les plus précieux était ce sourire captivant. Une fois, j'ai passé une soirée en la compagnie de Maurice Chevalier. Franchement, je fus déçu. Morne, taciturne, il était profondément différent de ce que j'avais espéré. Mais tout à coup, il sourit. Ce fut exactement comme un rayon de soleil perçant les nuages. Sans son sourire, Maurice Chevalier serait peut-être encore ébéniste à Paris, comme son père et ses frères. Les actions parlent plus haut que les paroles. Le sourire dit « Vous me plaisez, je suis content de vous voir, votre présence me rend heureux ». Bien entendu, je veux parler du sourire sincère, large et spontané, qui séduit et réconforte, et non du sourire apprêté ou mécanique, car ce dernier ne trompe personne, et au lieu de plaire, il irrite. Le chef du personnel d'un grand magasin de New York me disait qu'il préférerait engager une vendeuse qui n'eut qu'une instruction élémentaire mais un sourire délicieux, plutôt qu'une licenciée S-lettres au visage froid. Pourquoi les chiens nous sont-ils si sympathiques ? Parce que les folles démonstrations de joie qu'ils font en nous voyant nous flattent et nous émeuvent. Le directeur d'une des plus grandes sociétés caoutchoutières d'Amérique assure qu'un homme ne peut réussir dans une tâche s'il ne trouve du plaisir à l'accomplir. Il ne partage pas l'opinion généralement répandue que seul un labeur acharné peut conduire au succès. Il faut, dit-il, que nous travaillions dans la joie. Si nous devons nous forcer, si notre métier nous ennuie, nous allons vers un échec certain. De même, il faut que nous nous plaisions dans la société de nos semblables, si nous voulons qu'ils se plaisent dans la nôtre. Voici le conseil que j'ai donné à des milliers de businessmen. Pendant une semaine et à chaque heure du jour, souriez à quelqu'un, dans votre entourage, dans vos affaires, sur votre route, et puis venez me dire les résultats de votre nouvelle attitude. Ces résultats, que furent-ils ? Voyons. Voici une lettre de Mr. William B. Steinhardt, agent de change à la bourse de New York. Son cas n'est pas isolé, au contraire, il est à citer parmi des centaines d'autres. Je suis marié depuis 18 ans, écrit M. Steinhardt, et durant tout ce temps, je n'ai presque jamais souri à ma femme. Je lui ai adressé à peine une douzaine de paroles depuis le moment de mon réveil jusqu'à celui de mon départ pour le travail. J'étais l'être le plus maussade et le plus déplaisant qui eût jamais foulé les trottoirs de Broadway. Sur votre conseil, j'ai décidé de tenter pendant une semaine l'expérience du sourire. Le lendemain matin, donc, en faisant ma toilette, je contemplais ma triste figure dans le miroir et je me fis le petit discours suivant. Mon vieux Bill, à partir d'aujourd'hui, finis cette sale bouillotte. Tout ça va changer. Dès 7 minutes, tu vas être aimable, tu vas sourire. En m'asseyant à table pour le petit déjeuner, je saluai ma femme d'un aimable « Bonjour ma chérie », accompagné d'un sourire large. Vous m'aviez prévenu qu'elle serait peut-être surprise. Eh bien, monsieur, vous aviez sous-estimé l'intensité de sa réaction. Elle fut stupéfaite, ébahie. Je lui annonçai qu'à partir de ce moment, elle me verrait ainsi tous les jours. Et depuis 2 mois, je tiens ma promesse et la salue chaque matin de la même manière. Ce changement d'attitude nous a apporté plus de bonheur en 2 mois que notre vie en commun nous en avait donné pendant une année entière. Maintenant, en quittant mon appartement, j'aborde le liftier avec un bonjour ou un sourire. J'interpelle cordialement le portier. Je souris au caissier du métro en demandant mon billet. Quand j'arrive à mon bureau, je souris à des gens qui ne m'avaient jamais vu aussi aimable. Je partage mon bureau avec un autre agent de change, dont l'un des collaborateurs est un garçon fort sympathique. J'étais si enchanté des résultats de ma nouvelle philosophie que j'en fis part à ce collègue. Il me confessa alors qu'au début, il m'avait trouvé fort désagréable et qu'il n'avait modifié que depuis peu son opinion à mon égard. Il me dit « Quand vous souriez, vous vous humanisez. Je ne critique plus personne. Au lieu de blâmer, j'encourage et je loue.
Je n'entretiens plus les autres de mes préoccupations. J'essaye plutôt de comprendre les leurs. Cette nouvelle tactique a complètement révolutionné ma vie. Tout en m'apportant des avantages matériels, elle a fait de moi un autre homme, heureux, bienfaisant, entouré de sympathie. Existe-t-il une meilleure récompense? Rappelez-vous que cette lettre fut écrite par un homme sûr, averti, expérimenté, un agent de change qui gagne sa vie en faisant le commerce de valeurs à la bourse de New York. Métier si difficile que sur 10 000 qui tentent de l'exercer, 9 999 échouent. Vous n'avez pas envie de sourire? Eh bien, forcez-vous à sourire. Si vous êtes seul, sifflez, fredonnez, chantez. Agissez comme si vous étiez déjà vraiment heureux. Et cela tendra à vous rendre heureux. Voici comment le professeur William James de Harvard explique ce processus. L'action semble succéder à la pensée, mais en réalité, l'action et la pensée se produisent simultanément. En réglant l'action qui est sous le contrôle de la volonté, nous pourrons indirectement gouverner les sentiments qui échappent à son influence. Ainsi donc, si nous avions perdu la joie, le meilleur moyen de la retrouver, c'est de nous comporter comme si elle était déjà en nous. Il est certain que le plus sûr moyen de connaître le bonheur serait de contrôler nos pensées. La félicité ne dépend pas des conditions extérieures, elle est régie par notre attitude mentale. Oui, notre contentement ne vient pas de ce que nous avons, de ce que nous faisons, ni du lieu où nous nous trouvons. Il vient de ce que nous pensons. Prenons deux personnes vivant dans le même endroit, exerçant la même profession, possédant la même fortune et occupant le même rang social. L'une est heureuse, l'autre misérable. Pourquoi? Parce qu'elles ont des mentalités différentes. J'ai vu autant de visages radieux parmi les coulis de la Chine, trimant et suant, pour 7 cents par jour, à la chaleur épuisante de leur pays, que dans les palais de Park Avenue. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, disait Shakespeare. C'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. Abraham Lincoln observait que la plupart des gens ne sont heureux qu'autant qu'ils sont résolus à l'être. Il avait raison. J'ai pu constater récemment un exemple qui illustre d'une manière frappante cette réflexion. Je montais les escaliers de la gare de Long Island à New York. Juste devant moi, une trentaine de garçons infirmes peinaient le long des degrés sur des cannes ou des béquilles. L'un d'eux était transporté à dos d'homme. Je fus surpris d'entendre les éclats de leur gaieté. J'en fis la remarque à l'une des personnes chargées de la surveillance du groupe. « Oh, me dit-elle, quand l'un des jeunes comprend qu'il va demeurer infirme pour la vie, il est tout d'abord atterré, puis il se remet du choc, s'accoutume à son état et vit ensuite plus heureux qu'un jeune homme normal. » Je fus tenté de saluer bien bas ses enfants. Ils m'avaient donné une leçon que j'espère bien ne jamais oublier. J'ai passé un après-midi avec Mary Pickford au moment de son divorce avec Douglas Fairbanks. On croit peut-être qu'elle était plongée dans la tristesse et le désarroi. Nullement. Elle était sereine et triomphante. Elle respirait la joie de vivre. Son secret, il est révélé dans un petit livre de 35 pages qu'elle a écrit. C'est la foi en Dieu qui lui a redonné la force, l'équilibre et l'espoir. Franklin Bedger, l'un des plus habiles agents d'assurance d'Amérique, me disait « J'ai compris depuis longtemps qu'avec un sourire, on est partout le bienvenu. Aussi, avant de pénétrer chez un client, j'ai toujours soin de faire une pause pendant laquelle je songe à tous les bonheurs dont la vie m'a comblé. Cette pensée amène irrésistiblement sur mes lèvres un large sourire, et j'ouvre la porte, le visage encore illuminé de joie. » Mr. Bedger déclare qu'il doit à cette simple tactique une grande part de son succès. Lisez les sages conseils qui suivent et qui vous sont prodigués par le professeur Elbert Hubbard. Et rappelez-vous bien ceci, pour en éprouver les bienfaits, il ne suffit pas de les parcourir, il faut les suivre. En sortant de votre maison, rentrez le menton, portez haut la tête, emplissez vos poumons de tout l'air qu'ils peuvent contenir, aspirez les rayons du soleil, offrez à tous votre sourire et mettez tout votre cœur dans chaque poignée de main. Ne perdez pas une minute à songer à vos ennemis. Efforcez-vous de déterminer clairement dans votre pensée le but que vous voulez atteindre, puis sans vous laisser détourner, marchez droit vers cet idéal. Une fois que vous aurez fixé solidement en votre esprit les grandes et les belles choses que vous voulez accomplir, vous verrez que vous saisirez inconsciemment, au fil des jours, toutes les occasions favorables à la réalisation de votre projet. Comme des coraux prennent dans le flot marin les éléments nécessaires à leur vie. Il vous suffira de créer en vous-même l'image de l'homme capable, loyal et utile que vous voulez devenir pour que graduellement s'opère en vous la transformation souhaitée. La pensée est suprême. Conservez une bonne attitude mentale, une attitude de courage, de loyauté et de gaieté. Les bonnes pensées sont constructives. Le désir fait venir toute chose. Toute prière sincère est exaucée. Nous devenons pareils à l'idéal que nous portons en notre cœur. Levez la tête. Un Dieu est enfermé dans la chrysalide humaine.
Les Chinois sont pleins de sagesse. Ils ont un proverbe que nous devrions inscrire dans la coiffe de nos chapeaux. Le voici. L'homme qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir une échoppe. Le sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il ne dure qu'un instant, et le souvenir en persiste parfois toute une vie. On ne peut l'acheter, le mendier, l'emprunter ou le voler. Mais il ne sert absolument à rien tant qu'il n'a pas été donné. Aussi, lorsque dans votre course vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Donc si vous voulez qu'on vous aime, suivez la règle numéro 2. Ayez le sourire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 3 qui s'appelle « Si vous n'observez pas ce principe, tant pis pour vous ». À bientôt.